Il y a quelques temps, quelques mois, je traînais sur l'application Weibo. En fait, c'est un réseau social chinois, l'un des plus connus en Chine. Et souvent, j'utilise Weibo pour aller checker les news et les actualités autour de Tesla ou encore de d'autres entreprises comme Xiaomi. Mais surtout, j'utilise Weibo pour aller voir les actualités spatiales en Chine. Et puis tout à coup, je suis tombé sur ça. Cette vidéo, alors pour les plus observateurs d'entre vous, vous allez me dire « Ah oui, c'est le prototype Grasshopper de SpaceX », mais je vais te répondre « Non, on est à plusieurs milliers de kilomètres des États-Unis. En gros, cette vidéo, elle ne vient pas de SpaceX, mais de Link Space, une société chinoise. Et ce qui est drôle entre Link Space et SpaceX, c'est qu'ils ont énormément de points communs, et des fois on peut se demander si Elon Musk, bien sûr le cher Elon Musk, n'est pas derrière Link Space. Mais bien évidemment, c'est un sujet beaucoup plus vaste, et c'est pour cela que tu es là. Salut à toi, je suis Matt sur Mars, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo, on va parler des concurrents de SpaceX, ainsi que des lanceurs réutilisables qui arrivent, et surtout on va se poser la question, mais est-ce qu'ils copient tous SpaceX au fin de compte? Et je vais te répondre tout d'abord, non. Non, voilà, il ne copie pas SpaceX, mais bien sûr, je vais développer tout cela dans cette vidéo. Comme d'habitude, si ce contenu te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, comme ça tu ne rates rien, et puis on est parti. Tout à l'heure, je te parlais de Link Space. Link Space, en gros, c'est une entreprise fondée par 3 entrepreneurs. Alors, nous avons Yan Chengyi, Wu Xiaofei et Yu Zhenyu, qui ont fondé une entreprise basée à Pékin. C'est plus une start-up qu'une entreprise. Là, vraiment, le mot start-up, c'est la mode, mais est vraiment plus adapté parce que les gars, ils prennent pas. Enfin, s'il y a des risques à prendre, ils y vont, ils courent et tant pis. Hein, si on se casse la gueule, c'est pas grave. Comme je t'ai dit, elle est basée à Pékin et en gros, c'est un petit peu le SpaceX hybride, mélangé à Rocket Lab de la Chine. Alors tout à l'heure, je t'ai fait voir ça. Donc c'est un petit engin qui se nomme RLVT5 qui fait en fait partie de la grande famille des RLVT qui est elle aussi, en fait, cette grande famille est une série de démonstrations parce que l'objectif de cette série, c'était d'atteindre la réutilisation, le côté réutilisable d'un lanceur, du moins d'un engin spatial. Alors cette série a fait plus de 300 vols d'essai, c'est absolument énorme. Vous imaginez ceci, 300 vols d'essai avec un prototype de Starship pendant 8 heures de live? Ça fait beaucoup et je serais peut-être décédé à force d'en faire. En tout cas, la notion réutilisable en Chine, c'est quelque chose d'assez méconnu, c'est vrai. Pour une chose, bon, c'est pas comme si la plus grosse partie des lanceurs chinois finissait sur des villages ou dans la campagne. Voilà quoi, c'est quand même assez fun. Les RLVT ont affiché une efficacité intéressante, ils pouvaient atterrir précisément sous des vents à 36 km/h au sol, grâce à ces fameuses jambes d'atterrissage, mais surtout le travail le plus incroyable qu'ils ont fait, c'est ce travail autour du machine learning qui était absolument dingue. Bon, quand je dis dingue, c'est dingue avec 8000 i, parce que franchement, quand on voit ces images-ci, ça nous rappelle SpaceX, mais on se dit que les gars, ils sont quand même passés de rien en fait, parce que comparé à SpaceX avait eux la Falcon 1 et ils sont directement passés ensuite plus tard au prototype pour former la Falcon 9. Eux, ils sont passés directement à la réutilisation pour atteindre ce côté réutilisable. Bref, en tout cas, cette startup a apporté beaucoup d'innovations en Chine, mais il reste encore beaucoup de choses à explorer dès maintenant. Alors, hormis des prototypes, Link Space a quand même un véhicule passionnant, il se nomme le SRV1. En gros, on va pas se compliquer la vie, c'est le RLVT6 aux yeux de l'administration. Donc il fait quand même partie d'une famille de prototypes, hein, voilà. C'est le bordel avec eux. Hein. Bon, on a l'habitude avec SpaceX, c'est SN, mais là c'est quand même un bordel assez immense. Mais la seule chose que tu dois savoir, c'est que le SRV1, c'est un véhicule particulier, hein, très particulier, parce que c'est un véhicule suborbital. Il peut atteindre maximum les 100 km d'altitude environ. Ça va être un petit peu plus, mais on reste autour des 100 km d'altitude. Je comprends bien qu'on va pas très loin avec ça, mais la seule raison du pourquoi il ne peut pas aller plus haut, c'est parce qu'il a seulement un étage de 15 mètres de haut, mais qui est lui réutilisable. Donc il y a quand même un point positif. C'est-à-dire que sa seule capacité, c'est d'envoyer des capsules ou des navettes modifiées en laboratoire pour faire différentes expériences, voire même envoyer des microsatellites ou des CubeSats qui sont assez particuliers d'après eux. Par ailleurs, la coiffe n'est pas détachable et pour faire simple, c'est un petit peu la New Shepard de Blue Origin, sauf que là, en fait, il n'y a pas de capsule, il n'y a pas la capsule à déployer et là, il n'y a rien qui est détachable. Voilà.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est le procédé de réutilisation qui s'inspire, lui, de la Falcon 9 ou Falcon 9 de SpaceX. Alors, pour vous dire quelques petites choses, il y a quand même un point très intéressant, c'est que ce lanceur, entre guillemets, eh bien, emploie du méthane, CH4, et de l'oxygène liquide, soit l'ox. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelqu'un, mais oui, ça vous rappelle normalement le prototype SN8, SN9, SN10, mais surtout la gamme Starship et Super Heavy de SpaceX. Alors, ce qui est très intéressant avec le méthane, Elon Musk avait annoncé, vraiment il avait dit à un moment, c'est que le méthane sur le projet Starship et Super Heavy était un excellent choix pour en fait baisser, du moins réduire la dégradation des moteurs des Raptors. Et il disait une chose, c'est que en fait, si on va aller sur Mars, des Raptors qui se dégradent peu, c'est un avantage pour le futur déploiement, pour aller faire une colonie je ne sais où, peut-être sur une planète inconnue. Mais voilà, le méthane participe à une réutilisation plus intéressante, plus importante, alors que par exemple les Merlin qui sont au RP1 qui est du kérosène, eh bien la dégradation est plus importante. En gros, le méthane c'est génial. Alors de mon côté, autour des recherches de ce fameux SRV1, eh bien j'ai pas trouvé ce qu'il se passait avec lui, parce que la communication est quand même assez désastreuse. Bon, ça nous rappelle un petit peu SpaceX, mais c'est un autre sujet. Et on n'a aucun élément depuis plusieurs mois autour de SRV1 malheureusement. Mais attention, ce n'est pas terminé, parce qu'il n'y a pas que ça, sinon ça serait nul. Voici New Line 1, donc c'est un micro-lanceur réutilisable. Il fait 24 mètres de hauteur sur un diamètre de 1,8 m. Il peut lancer jusqu'à 500 kg en orbite héliosynchrone, et sa coiffe est haute de 3 mètres et a un diamètre de 1,8 m comme le lanceur. Ce qui est intéressant avec la New Line 1, c'est qu'il comporte en fait 2 étages, un booster composé de 5 moteurs fonctionnant au kérosène et à l'oxygène liquide, avec des moteurs d'une poussée de 100 kN unitaire. Alors pour te donner une petite idée, un Merlin de SpaceX sur une Falcon 9 a une poussée de 845 kN, ce qui est beaucoup plus. Alors bien évidemment, ce booster comporte des ailettes en grille sur le sommet du premier étage du booster, et également des pieds d'atterrissage comme la Falcon 9. Et sinon, Link Space annonce quelque chose de sympa, c'est que un booster du New Line 1 peut voler au moins, attention, 10 fois. Au moins, c'est-à-dire qu'on peut aller un petit peu plus. Alors l'objectif de la New Line 1, c'est d'avoir un micro-lanceur réutilisable à 75%, parce qu'effectivement, on perd la coiffe et le premier étage. Alors désormais, tu vas me dire, les Chinois ont copié SpaceX de A à Z, mais en vrai, je vais te répondre non, avec un N, un O et un N, mais très gros, genre non. Et ne t'inquiète pas, on en parlera plus précisément tout à l'heure. Bon, c'est sympa, on a parlé d'une petite startup chinoise qui est très intéressante, mais parlons maintenant d'un lanceur qui se nomme Amour, de Roscosmos, alors en gros de la Russie. Alors ce lanceur moyen a un objectif pouvant envoyer 10 à 12,5 tonnes en orbite terrestre basse, soit LEO. Bref, on va pas parler pendant 15 minutes de tous les détails, mais si tu veux en savoir plus, Google existe si tu veux, hein. Après c'est une option. Ce qui est cool, à part ses objectifs de vol dès 2026, ce qui peut être possible mais aussi un petit peu impossible, on verra bien comment ça se passait le développement de ce projet. En gros, ce qui est intéressant, c'est toujours cette architecture, donc l'architecture du lanceur qui s'inspire encore une fois de la Falcon 9 de SpaceX. Une coiffe, un second étage, un premier étage, soit un booster, avec des ailettes en gris et des jambes d'atterrissage bien connues par tout le monde, qui ressemblent à celles de la Falcon 9. En tout cas, son objectif, c'est de prendre la place en fait de la famille Soyuz, donc des fameuses fusées Soyuz, pour des raisons de coût. D'après Roscosmos, il faut compter entre 22 et 30 millions de dollars pour la version réutilisable, pour mettre 10 tonnes en LEO max. Et en ce qui concerne la version non réutilisable permettant d'envoyer 12,5 tonnes en LEO, on est sur le prix, la maudite somme de 35 millions de dollars, ce qui est beaucoup moins normalement qu'un lanceur non réutilisable de type Soyuz ou tous les lanceurs du monde carrément. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Amour est moins puissant qu'une Falcon 9 et a une capacité moindre. Mais attention, Roscosmos vise 15 vols par an et souhaite, attention, se développer sur le marché international, proposant un lanceur commercial. Mais alors, est-ce que la New Line 1 ou encore Amour sont des vraies menaces, des copies
de SpaceX. On va voir ça dès maintenant. Alors le problème de ces derniers temps, ces dernières années, voire quelques mois, c'est que tout le monde aime parler de concurrence, que cela soit dans tous les domaines, et à chaque fois qu'un lanceur réutilisable est annoncé, eh bien on a la plus grosse partie des gens qui commencent à crier « Attention, c'est une copie de la Falcon 9 de SpaceX ». Nous avons ceci pour Neutron de Rocket Lab, pour Amour ou Amur de Roscosmos, ou encore pour le programme Themis du CNES et de d'autres acteurs européens. Souvent on dit que ces acteurs copient SpaceX, surtout sur la notion matérielle de la réutilisation, avec une architecture qui a une tête simple, une coiffe simple, des grid fins, des jambes d'atterrissage, bref des éléments caractéristiques aujourd'hui d'une Falcon 9 de SpaceX qui est aujourd'hui rentrée un petit peu dans la tête de tout le monde. Mais je viens de te dire non, que ces acteurs ne copient pas SpaceX. Alors lorsqu'Elon Musk abordait à l'époque la réutilisation, il disait une seule chose, le plus important c'est le logiciel. C'est vrai que c'est rigolo car toutes les boîtes d'Elon Musk aujourd'hui se concentrent tout d'abord sur l'aspect logiciel et ensuite sur le physique, le matériel. Parce que vous pouvez avoir la meilleure batterie de voiture électrique ou encore le meilleur moteur fusée, si vous n'avez pas de côté logiciel software à la perfection, ça ne servira à rien et vous partirez nulle part dans la galaxie, vous allez juste rester sur Terre et faire votre petite vie. Elon a toujours dit quelque chose, c'est que quand il parlait de la Falcon 1 ou la Falcon 9, que le design devait être quelque chose de simple, voire même plutôt simple. Et si cette simplicité est la clé du réutilisable, peut-être, on ne sait pas, moi je ne sais pas, on verra bien d'ici quelques années si vraiment la simplicité permet d'atteindre cet objectif de réutilisation. C'est vrai que si on propose un design assez simple, on peut ainsi travailler beaucoup plus sur notre matériel, notre logiciel, nos méthodes de fabrication, de conception, bref, avoir un design simple, normalement, nous permet, et permet à tous les acteurs, de réduire les coûts, ce qui est l'objectif en fait du réutilisable. Lorsqu'Elon Musk parlait de réduire les coûts de lancement via un micro-lanceur du type Falcon 1, eh ben, personne n'y croyait. Tout le monde, attention, tout le monde était en mode tu ne vas pas réussir, gamin, range ton argent. Alors tu imagines bien quand Elon Musk arrive et dit on va faire une Falcon 9, elle sera réutilisable en partie à quasiment 90%, tout le monde le prenait pour un fou. Quasiment tout le monde sur Terre. Mais aujourd'hui, tous les acteurs ont compris que la Falcon 9 de SpaceX marchait bien, elle fonctionnait bien, elle permettait de réutiliser le booster, de réduire les coûts et de gagner des contrats assez fructueux. Bien avant la création de SpaceX, plusieurs personnes ont déjà eu l'idée d'un lanceur réutilisable et peut-être d'avoir cette architecture de pied, de grid fins ou d'autres. Bref, par contre, il faut faire attention, on peut avoir 20 000 idées qui peuvent être exceptionnelles, mais si on n'a pas cette notion de concrétisation d'un projet, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les agences spatiales n'ont pas le budget d'une entreprise privée ou encore des armées. On peut prendre l'exemple des entreprises Old Space, elles ont tellement travaillé à avoir des lanceurs non réutilisables quasiment parfaits qu'aujourd'hui, en fait, ces deux acteurs ne peuvent pas prendre de risques. Contrairement aux startups qui sont en train d'envahir le marché du lanceur, et du moins le marché spatial, aérospatial et même le marché du satellite, ces startups peuvent prendre un risque, parce que les startups jouent avec le risque, jouent avec la mort. Ainsi, c'est pour cela qu'on verra prochainement une Neutron arriver plus vite qu'Amour de Roscosmos par exemple. Mais il y a également une notion de risque à ne pas prendre pour une startup. La question c'est pourquoi s'embêter à refaire un nouveau design, à chercher d'autres mécanismes pour la réutilisation, si en fait chez SpaceX ça marche déjà et ça marche plutôt bien. C'est vrai que s'inspirer de SpaceX permettrait d'avoir plus de chances de réussite. Alors normalement si tu es malin, tu vas dire let's go, on signe et on fait ça. Mais si tu es également malin, tu vas te dire ouais mais à côté on va devoir développer le moteur, les réservoirs, on va devoir développer l'intérieur du lanceur, hormis le design, on va devoir travailler énormément sur le logiciel, sur la conception pour les chaînes de fabrication. Bref, en tout cas, le spatial, un lanceur, ne s'arrête pas à un simple design ou à une couleur sur sa structure. Aujourd'hui, SpaceX est pour moi l'éclaireur qui a à la tête Elon Musk, un savant fou entre guillemets, faites attention, qui est peut-être un petit peu trop surexcité à des instants, mais c'est pour cela que le public l'aime. Et d'un côté, vous avez Gwynne Shotwell, la présidente de SpaceX, qui est elle moins connue par la France, mais très connue par les Américains, qui elle calme le jeu chez SpaceX et permet de concrétiser certains projets. Il faut faire attention, Elon Musk est le rêveur et Madame Gwynne Shotwell est elle,
en fait la personne qui permet de garder la stabilité de l'entreprise et éviter que SpaceX se casse la gueule demain. SpaceX a prouvé à tout le monde que le réutilisable était la clé et que c'était possible maintenant avec toutes les nouvelles technologies qui nous entourent. Et actuellement, elle invite tout le monde à rejoindre l'aventure du réutilisable. Maintenant, tu vas me demander, mais pourquoi inviter la concurrence à rejoindre SpaceX? Eh bien, il faut se dire que SpaceX aujourd'hui mise tout sur le projet Starship et elle sait très bien que la Falcon 9 aura des moments de gloire plus autour des voyages en Crew Dragon et moins sur des lancements pour envoyer des satellites ou autres. La polyvalence de Starship permet à Starship d'être un très bon remplaçant de la Falcon 9 de SpaceX. Il faut savoir qu'avoir des concurrents qui arrivent de type Rocket Lab, Neutron, même si ce ne sont pas du tout des concurrents, mais sur le terme économique, ce sont des concurrents, c'est très positif pour SpaceX. Alors pourquoi? Parce que avoir tous ces acteurs qui arrivent à côté du réutilisable qui disent on va concurrencer la Falcon 9, eh bien cela donne un côté stress et cela appuie en fait sur SpaceX. Ça permet à SpaceX de se bouger pour finir et concrétiser le Starship qui finalement va être un petit peu la seule porte de sortie de ces tensions pour l'entreprise. D'ailleurs, on parlait d'inspiration tout à l'heure et c'est vrai que déjà des personnes s'inspirent de Starship pour créer et pour apporter des projets. Par exemple, la JAXA surveille actuellement Starship, je pense, sachant qu'elle veut en fait entre 2026 et 2030 sortir son vaisseau spatial se rapprochant fortement de Starship. Maintenant, est-ce que cela va se concrétiser? On verra bien. Pour conclure, tous ces acteurs ont des visions différentes. Aujourd'hui, la notion de concurrence est inexacte, que ça soit dans tous les milieux. Il y a une diversité en termes d'audience, on retrouve diverses cibles, diverses offres. En gros, il ne reste plus qu'à associer l'offre et la demande, et puis le combo est là. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, un pouce vers le haut. Cela permet d'aider et de référencer cette vidéo, de soutenir la chaîne et de me soutenir, nous soutenir. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, les liens sont dans la description. C'était Matt sur Mars, allez bye.